Les néons du grand hôtel Bellevue Palace scintillaient dans la nuit parisienne, projetant leur lueur dorée sur le marbre poli du hall d'entrée. Emma Dubois, 15 ans, poussait son chariot de ménage le long des couloirs feutrés du 5e étage, ses chaussures de sécurité bon marché produisant un léger grincement sur le parquet ciré. Il était près de 23 heures, et la jeune fille terminait sa journée de travail dans cet établissement 5 étoiles, où elle occupait un poste d'employée d'entretien depuis 3 mois. Ses cheveux châtains étaient soigneusement attachés sous sa charlotte réglementaire, et son uniforme bleu marine, bien que propre, ne parvenait pas à dissimuler sa maigreur, conséquence des repas sautés et des privations qu'elle s'imposait pour économiser chaque euro. L'ironie de sa situation ne lui échappait pas. Chaque soir, elle nettoyait des chambres qui coûtaient plus cher pour une nuit que ce qu'elle gagnait en un mois entier. Les clients de l'hôtel Bellevue Palace appartenaient à un monde qu'elle ne connaîtrait probablement jamais, celui des hommes d'affaires millionnaires, des célébrités et des aristocrates qui dépensaient sans compter dans des suites somptueuses. Mais Emma ne ressentait aucune amertume, seulement de la reconnaissance d'avoir trouvé ce travail qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa grand-mère malade. Mère Claudette, 72 ans, luttait contre un cancer dans leur petit appartement du 18e arrondissement et chaque centime gagné par Emma servait à acheter ses médicaments ou à payer le loyer de leur modeste logis. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à nettoyer la dernière suite de l'étage, Emma remarqua que la porte de la chambre présidentielle était entr'ouverte. C'était inhabituel, car cette suite, la plus luxueuse de l'hôtel, avec ses 300 mètres carrés et sa terrasse privée donnant sur la tour Eiffel, était normalement soigneusement sécurisée. Intriguée et inquiète, elle s'approcha prudemment et frappa doucement à la porte avant de l'entrebâiller davantage. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle doucement, mais seul le silence lui répondit. C'est alors qu'elle l'aperçut. Un homme âgé, élégamment vêtu d'un costume 3 pièces qui avait dû coûter une fortune, était assis dans un fauteuil près de la baie vitrée, immobile, le regard perdu dans le vide. Si cette histoire vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de cette rencontre dans l'hôtel? L'ambiance vous captive-t-elle? Emma hésita un instant, partagée entre le respect du protocole de l'hôtel qui interdisait aux employés de déranger les clients et son instinct qui lui soufflait que quelque chose n'allait pas. L'homme, probablement dans les 70 ans, semblait complètement absent, ses cheveux argentés parfaitement coiffés contrastant avec l'expression de confusion totale qui se lisait sur son visage aristocratique. Ses mains, aux ongles manucurés et ornées d'une chevalière en or, tremblaient légèrement, et Emma remarqua qu'il portait encore son manteau, comme s'il venait d'arriver ou s'apprêtait à partir sans savoir exactement pourquoi. « Monsieur, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle finalement, abandonnant son chariot dans le couloir pour s'approcher avec précaution. L'homme sursauta légèrement, comme s'il émergeait d'un rêve, et tourna vers elle des yeux gris empreints d'une profonde détresse. Son regard, bien que noble et intelligent, trahissait une confusion qui serra le cœur d'Emma. Elle avait déjà vu cette expression chez sa grand-mère lors de ses mauvais jours, quand la maladie et les médicaments brouillaient ses souvenirs et lui faisaient perdre le fil de la réalité. « Je ne sais pas ce que je fais ici », murmura-t-il d'une voix cultivée mais fragile, ces mots portant un accent distingué qui trahissait une éducation raffinée. « J'étais en train de chercher quelque chose, mais je ne me souviens plus quoi. Et maintenant, je ne sais plus où je suis censé aller. » Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs du fauteuil et Emma put voir la panique commencer à s'installer dans ses yeux. « Mon fils, il doit m'attendre quelque part, mais je ne me rappelle plus où. » Sans hésiter, Emma s'agenouilla près du fauteuil, oubliant complètement les règles strictes de l'hôtel concernant les rapports avec la clientèle. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, nous allons trouver une solution ensemble, » dit-elle avec une douceur naturelle qui démentait son jeune âge. « Comment vous appelez-vous ? Peut-être que nous pourrions appeler votre fils ?» L'homme la regarda avec reconnaissance, surpris par la gentillesse de cette jeune employée qui aurait pu simplement alerter la sécurité ou prétendre ne rien avoir vu. « Henri Moreau, » répondit-il après un moment d'hésitation, comme s'il devait faire un effort pour se souvenir de son propre nom. « Mais je ne me souviens plus du numéro de téléphone de mon fils. C'est terrible, n'est-ce pas? Un père qui ne se souvient plus du numéro de son propre enfant. » Une larme silencieuse roula sur sa joue, et Emma sentit son cœur se serrer devant tant de vulnérabilité
chez cet homme qui devait avoir l'habitude de tout contrôler. Emma remarqua qu'il tenait encore un téléphone portable dernière génération dans sa main droite, un modèle qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir avec ses maigres revenus. « Peut-être que son numéro est enregistré dans votre téléphone », suggéra-t-elle doucement. Henri regarda l'appareil comme s'il le voyait pour la première fois, puis le lui tendit avec un sourire fragile. « Vous pourriez m'aider? Ces machines modernes sont si compliquées quand on ne se sent pas bien. » Emma prit délicatement le téléphone, impressionnée malgré elle par la qualité de l'objet, et navigua dans les contacts. Elle découvrit rapidement une entrée marquée « Alexandre, mon fils », avec une photo d'un homme d'une quarantaine d'années, aux traits sévères mais élégants. « Je pense que j'ai trouvé », dit-elle en montrant l'écran à Henri, qui hocha la tête avec soulagement. « Vous voulez que je l'appelle pour vous ?»« S'il vous plaît », chuchota Henri, sa voix trahissant un mélange de honte et de gratitude. « Mais dites-lui que je vais bien, que c'est juste un petit moment de confusion. Il s'inquiète déjà tellement pour moi. » Emma comprit immédiatement que ce n'était pas la première fois qu'Henri vivait ce genre d'épisode, et que derrière cette façade de richesse et de respectabilité se cachait une famille aux prises avec les difficultés liées au vieillissement et peut-être à une maladie neurodégénérative. Elle composa le numéro et attendit, son cœur battant légèrement plus vite qu'à l'ordinaire. Après plusieurs sonneries, une voix masculine, froide et autoritaire, répondit avec une impatience mal dissimulée. « Père, où êtes-vous encore? J'ai appelé partout, la sécurité vous cherche dans tout l'hôtel. » Emma sentit immédiatement que la relation entre le père et le fils était complexe, teintée d'exaspération de la part d'Alexandre, qui semblait avoir l'habitude de ce genre de situation. « Bonjour monsieur, je m'appelle Emma et je travaille à l'hôtel Bellevue Palace », commença-t-elle poliment, s'efforçant d'adopter un ton professionnel malgré son jeune âge. « Votre père va bien, il est dans la suite. Présidentiel, mais il semble un peu désorienté. Il aimerait que vous veniez le chercher. » Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne, puis Alexandre reprit la parole, sa voix légèrement radoucie par le soulagement. « Merci beaucoup, mademoiselle. J'arrive immédiatement. Pouvez-vous rester avec lui en attendant? Il ne faut surtout pas qu'il sorte de la chambre dans cet état. » Emma acquiesça, même si Alexandre ne pouvait pas la voir, touchée par l'inquiétude genuine qu'elle percevait, maintenant dans sa voix sous la façade d'autorité. « Bien sûr, monsieur. Je reste avec lui jusqu'à votre arrivée. » Pendant les 20 minutes qui suivirent, Emma s'installa près d'Henri, abandonnant complètement son travail de ménage pour lui tenir compagnie. Elle l'aida à retirer son manteau, lui apporta un verre d'eau du minibar et engagea avec lui une conversation douce qui semblait l'apaiser. Henri lui parla de sa jeunesse, de ses voyages, de sa passion pour l'art, et Emma découvrit un homme cultivé et bienveillant, dont l'esprit vif perçait parfois à travers les brumes de la confusion. « Vous êtes très gentille, mademoiselle Emma, » dit-il à un moment, reprenant momentanément toute sa lucidité. « Peu de personnes auraient pris le temps de s'occuper d'un vieil homme perdu comme moi. Votre famille doit être fière de vous. » Emma rougit légèrement, peu habituée aux compliments, et répondit avec modestie « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, monsieur Henri. Ma grand-mère m'a toujours dit qu'il fallait aider les autres quand on le peut. » « Votre grand-mère est une femme sage, » approuva Henri, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Et vous, que faites-vous dans la vie, en plus de travailler ici? Vous étudiez ?» Emma hésita un moment, gênée de révéler sa situation précaire à cet homme qui évoluait manifestement dans un milieu privilégié. « J'ai dû arrêter mes études pour travailler, » avoua-t-elle finalement. « Ma grand-mère est malade, et nous avons besoin d'argent pour ses soins et le loyer. » Henri la regarda avec une compassion qui la toucha profondément. « Quel âge avez-vous, Emma ? » « 15 ans, monsieur. »« 15 ans » répéta-t-il doucement, une tristesse nouvelle s'installant dans ses yeux. Une jeune fille de 15 ans ne devrait pas avoir à porter de telles responsabilités. La vie n'est pas toujours juste, n'est-ce pas? Leur conversation fut interrompue par des coups fermes frappés à la porte. « Père, c'est Alexandre. » Emma se leva immédiatement pour ouvrir et se retrouva face à un homme d'une quarantaine d'années, grand et imposant, vêtu d'un costume sur mesure qui devait valoir plus que ce qu'Emma gagnait en 6 mois. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, ses chaussures italiennes brillaient sous les lustres du couloir, et tout en lui respirait le pouvoir et l'autorité. Ses yeux, du même gris que ceux de son père, la jaugèrent rapidement avant de se poser avec soulagement sur Henri. « Père, nous vous avons cherché partout, » dit Alexandre en s'approchant de Henri avec un mélange d'exaspération et d'affection. « Vous ne pouvez pas disparaître comme ça. Vous nous faites une peur bleue. » Puis, se tournant vers Emma,
Il ajouta, « Je vous remercie infiniment, mademoiselle. Vous avez pris soin de lui et je vous en suis très reconnaissant. » Emma hocha la tête, gênée par l'intensité du regard d'Alexandre, qui semblait l'évaluer avec une attention particulière. « Ce n'était rien. Monsieur, votre père est très gentil. » Alexandre aida Henri à se lever et Emma remarqua la tendresse avec laquelle il soutenait le vieil homme, malgré l'impatience qu'elle avait perçue au téléphone. « Père, vous vous souvenez comment vous êtes arrivé ici ?» demanda Alexandre doucement. Henri secoua la tête, l'air confus. « Je me promenais dans l'hôtel après le dîner d'affaires, et puis, plus rien. Heureusement que cette charmante demoiselle était là. » Alexandre se tourna de nouveau vers Emma, et elle fut surprise de voir une lueur d'intérêt genuine dans ses yeux. « Comment vous appelez-vous, mademoiselle ?»« Emma Dubois, monsieur. »« Emma, » répéta-t-il, comme s'il gravait ce nom dans sa mémoire. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?»« 3 mois, monsieur. » Alexandre hocha la tête pensivement, puis sortit son portefeuille et en extirpa plusieurs billets. « Tenez, pour vous remercier de votre gentillesse. » Emma recula instinctivement, ses joues s'empourprant. « Oh non, monsieur, je ne peux pas accepter. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. » Alexandre insista, mais Emma secoua fermement la tête. « Vraiment, monsieur, ce n'est pas nécessaire. Je suis contente d'avoir pu aider votre père. » Cette réaction surprit visiblement Alexandre, habitué à évoluer dans un monde où tout s'achetait et se vendait. Il rangea lentement son portefeuille, un nouveau respect perçant dans son regard. « C'est très noble de votre part, Emma. Peu de personnes refuseraient une récompense de nos jours. » Henri, qui avait observé l'échange avec attention, prit la parole. « Alexandre, cette jeune fille m'a dit qu'elle avait dû arrêter ses études pour s'occuper de sa grand-mère malade. N'y a-t-il pas quelque chose que nous pourrions faire pour l'aider ?» Alexandre regarda Emma avec un intérêt renouvelé. « Vraiment? Quel âge avez-vous, Emma ?»« 15 ans, monsieur. »« 15 ans, » murmura Alexandre, visiblement troublé. « Et vous travaillez déjà pour subvenir aux besoins de votre famille ?» Emma acquiesça mal à l'aise d'être ainsi au centre de l'attention. « Ma grand-mère a un cancer et ses traitements coûtent très cher. Je fais ce que je peux. » Alexandre échangea un regard significatif avec son père et Emma eut l'impression qu'une communication silencieuse passait entre eux. « Emma, » dit finalement Alexandre, « accepteriez-vous de me donner vos coordonnées? J'aimerais voir s'il n'y a pas moyen de vous aider, d'une manière ou d'une autre. » Emma hésita, partagée entre l'espoir et la méfiance. Elle avait appris à se méfier des promesses des riches, souvent faites sur un coup de tête et vite oubliées. Mais il y avait quelque chose de sincère dans le regard d'Alexandre, et Henri l'encourageait d'un sourire bienveillant. « Si vous le souhaitez, » dit-elle finalement, donnant son numéro de téléphone portable et son adresse. Alexandre nota soigneusement ces informations dans son téléphone, puis aida son père à remettre son manteau. « Nous devons y aller maintenant, » dit-il. « Père a besoin de repos. Mais Emma, je vous promets que nous nous reverrons bientôt. » Henri s'approcha d'Emma et prit délicatement ses mains dans les siennes. « Merci, ma chère enfant. Vous avez une âme pure, et je sais que la vie vous récompensera pour votre bonté. » Après leur départ, Emma resta seule dans la suite présidentielle, encore troublée par cette rencontre inattendue. Elle regarda autour d'elle le luxe inouï qui l'entourait. Les meubles d'époque, les œuvres d'art, le piano à queue, la vue imprenable sur Paris illuminée. Puis elle repensa aux paroles d'Henri et d'Alexandre, à leurs promesses d'aide. Une partie d'elle n'osait pas y croire, mais une autre, plus naïve, se prenait à espérer. Elle termina rapidement son travail de nettoyage et rentra chez elle vers minuit, dans le métro bondé de noctambules et de travailleurs de nuit. Dans l'appartement exigu qu'elle partageait avec sa grand-mère, elle trouva mémère Claudette endormie dans son fauteuil, un livre à la main. Emma la couvrit délicatement d'une couverture et alla se coucher, l'esprit encore plein de cette soirée extraordinaire. Le lendemain matin, elle se rendit au travail comme d'habitude, se demandant si elle reverrait un jour Henri et Alexandre ou si cette rencontre resterait simplement un beau souvenir. Elle ne se doutait pas que sa vie était sur le point de changer radicalement, ni que l'homme qu'elle avait aidé par simple bonté d'âme était Henri Moreau, le père d'Alexandre Moreau, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de France. Alexandre Moreau dirigeait en effet un empire financier d'une valeur de plusieurs milliards d'euros, comprenant des participations dans l'immobilier, la technologie, les médias et la finance. Il était connu pour sa rigueur impitoyable en affaires, sa capacité à transformer tout ce qu'il touchait en or et sa réputation de requin des salles de conseil d'administration. Peu de personnes connaissaient son côté plus humain, celui qui s'occupait avec dévouement de son père atteint d'Alzheimer précoce,
ou qui finançait discrètement plusieurs œuvres caritatives. Ce matin-là, dans son bureau situé au dernier étage d'une tour de verre de la Défense, Alexandre ne parvenait pas à chasser de ses pensées l'image de cette jeune fille qui avait refusé son argent et s'était occupée de son père avec tant de naturel et de gentillesse. Il avait l'habitude de côtoyer des personnes qui calculaient chaque geste en fonction de l'intérêt qu'elles pouvaient en tirer, et la simplicité d'Emma l'avait profondément marqué. « Monsieur Moreau ?» l'interrompit la voix de sa secrétaire à travers l'interphone. « Votre rendez-vous de 10 heures est arrivé. » Alexandre soupira et se recomposa un masque d'autorité. « Faites-le entrer, Sylvie. » Mais même pendant sa réunion avec les dirigeants d'une multinationale qu'il s'apprêtait à racheter, une partie de son esprit continuait à penser à Emma Dubois. Il prit une décision. Dès la fin de sa journée de travail, il se rendit personnellement à l'hôtel Bellevue Palace pour en apprendre davantage sur cet employé qui avait si naturellement pris soin de son père. Le directeur de l'hôtel, Michel Blanchard, le reçut avec tous les égards dus à l'un de ses plus gros actionnaires. « Monsieur Moreau, quel plaisir de vous voir. Comment puis-je vous aider ?» Alexandre alla droit au but. « J'aimerais avoir des informations sur l'une de vos employées, Emma Dubois. Elle travaille au service d'entretien. » Michel consulta rapidement ses fichiers sur son ordinateur. « Ah oui, Emma, une petite jeune très consciencieuse. Elle a commencé il y a 3 mois, elle est toujours ponctuelle et elle n'a jamais eu de reproches. Pourquoi cette question si ce n'est pas indiscret ?» Alexandre lui expliqua brièvement la situation de la veille et Michel hocha la tête avec compréhension. « Cela ne m'étonne pas d'elle, dit-il. Emma était quelqu'un de spécial. Ses collègues l'apprécient beaucoup et elle fait son travail avec un sérieux remarquable pour son âge. Je sais qu'elle a des difficultés financières. Elle a même demandé s'il était possible d'avoir des heures supplémentaires. » Alexandre absorba ces informations avec attention. « Quelle est sa situation exacte ?» Michel hésita un moment, puis décida de faire confiance à Alexandre. « D'après ce que je sais, elle vit avec sa grand-mère qui est gravement malade. Elle a dû quitter l'école pour travailler et s'occuper d'elle. C'est une situation très difficile pour une gamine de son âge. » Alexandre quitta l'hôtel avec une idée précise en tête. Le lendemain, il demanda à son assistant personnel, Thomas Leroy, de faire discrètement des recherches sur Emma Dubois et sa situation familiale. Le rapport qu'il reçut quelques jours plus tard confirma tout ce qu'il avait entendu et révéla même des détails plus troublants encore. Emma Dubois était effectivement orpheline de mère depuis 8 mois, après un cancer qui avait emporté Isabelle Dubois à l'âge de 38 ans. Le père d'Emma était absent depuis sa naissance et elle n'avait que sa grand-mère maternelle, Claudette Rousseau, pour s'occuper d'elle. Cette dernière luttait contre un cancer du pancréas à un stade avancé, et son pronostic était sombre. Emma travaillait non seulement à l'hôtel, mais aussi comme aide ménagère chez des particuliers le week-end, et distribuait parfois des prospectus après ses cours du soir qu'elle suivait par correspondance. Malgré tous ses efforts, les dettes s'accumulaient. Le loyer de leur petit appartement prenait la majorité des revenus d'Emma et les frais médicaux de sa grand-mère représentaient une charge écrasante. Le rapport mentionnait aussi qu'Emma était une excellente élève avant d'arrêter ses études, avec des notes remarquables en littérature et en langue. Alexandre referma le dossier, ému malgré lui par cette histoire. Il avait grandi dans le luxe, n'avait jamais manqué de rien, et la résilience de cette adolescente face à l'adversité le touchait profondément. Il prit sa décision et demanda à Thomas de préparer un plan d'action. Une semaine après leur première rencontre, Emma reçut un appel inattendu sur son téléphone portable. Elle était en train de faire le ménage chez Madame Bertrand, une retraitée du 16e arrondissement qui lui donnait quelques heures de travail le samedi matin quand la sonnerie retentit. « Mademoiselle Dubois, c'est Alexandre Moreau. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours à l'hôtel. » Emma faillit lâcher son chiffon de surprise. « Oh, bonjour, monsieur Moreau. Comment allez-vous? Et votre père? » « Nous allons bien, merci. Mon père me charge de vous transmettre ses amitiés. Emma, j'aimerais vous rencontrer pour discuter de quelque chose d'important. Seriez-vous libre demain après-midi ?» Emma hésita, ne sachant pas à quoi s'attendre. Oui, je termine mon service à l'hôtel à 16 heures. » « Parfait. Retrouvons-nous dans le hall de l'hôtel à 16h15. Et Emma, ne vous inquiétez pas, c'est une bonne nouvelle. » Le cœur d'Emma battit plus fort. Une bonne nouvelle. Elle avait si peu l'habitude d'en recevoir qu'elle n'osait pas espérer. Le lendemain, Emma termina son service avec une nervosité grandissante. Elle avait pris soin de se coiffer correctement et avait revêtu sa plus belle robe,
Une tenue simple mais élégante que sa mère lui avait offerte pour ses 14 ans. À 16h15 précise, elle descendit dans le hall somptueux de l'hôtel et aperçut immédiatement Alexandre, élégant dans son costume sombre, qui l'attendait près du bar. « Emma, merci d'être venue, » dit-il en se levant pour l'accueillir. « Voulez-vous que nous nous installions quelque part de plus tranquille pour parler ?» Il la guida vers un petit salon privé de l'hôtel, loin de l'agitation du hall. Emma s'assit nerveusement sur le bord d'un fauteuil en cuir, les mains jointes sur ses genoux. « Emma !» commença Alexandre en s'installant face à elle. « J'ai beaucoup réfléchi à notre rencontre de l'autre soir. Votre geste envers mon père m'a profondément touché et j'aimerais vous proposer quelque chose. » Il marqua une pause, observant l'expression anxieuse de la jeune fille. « Je sais que vous avez dû arrêter vos études pour travailler et subvenir aux besoins de votre grand-mère. Je sais aussi que vous êtes une excellente élève et que cette situation vous pèse. J'aimerais vous offrir une bourse d'études complète qui couvrirait non seulement vos frais de scolarité dans l'école privée de votre choix, mais aussi une allocation mensuelle qui vous permettrait de vous concentrer sur vos études sans avoir à travailler. » Emma le regarda avec des yeux écarquillés, incapable de prononcer un mot. Alexandre continua. « En échange, je vous demanderai simplement de rendre visite à mon père de temps en temps. Il a beaucoup apprécié votre compagnie et votre présence lui fait du bien. Il vit dans une résidence médicalisée très confortable et je pense que vous pourriez lui apporter un peu de bonheur. Mais pourquoi ?» balbutia finalement Emma. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Vous ne me connaissez même pas. » Alexandre sourit, et pour la première fois, Emma vit son visage se détendre complètement. « Parce que vous avez aidé mon père sans rien attendre en retour, parce que vous avez refusé mon argent, parce que vous représentez quelque chose de rare dans mon monde, la bonté désintéressée. » Il se pencha légèrement vers elle. « Emma, j'ai les moyens de vous aider, et cela me ferait plaisir de le faire. Considérez cela comme un investissement dans l'avenir. Je suis convaincu que vous ferez de grandes choses si on vous en donne l'opportunité. » Emma sentit des larmes monter à ses yeux. « Et ma grand-mère, ses soins médicaux ?»« J'ai pensé à cela aussi, » répondit Alexandre. « Je peux faire en sorte qu'elle soit transférée dans une clinique privée où elle recevra les meilleurs soins possibles sans que cela vous coûte un centime. » Le monde d'Emma sembla soudain s'élargir, comme si des portes closes depuis des mois s'ouvraient enfin devant elle. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. « C'est trop généreux, je ne pourrai jamais vous rembourser. »« Je ne vous demande pas de me rembourser, » dit doucement Alexandre. « Je vous demande juste de faire honneur à cette chance, d'étudier sérieusement et de tenir compagnie à mon père quand vous le pourrez. Et plus tard, quand vous serez devenue la femme brillante que je pressens, peut-être que vous aiderez quelqu'un d'autre à votre tour. » Emma hocha la tête vigoureusement, encore sous le choc de cette proposition inespérée. « Oui, bien sûr. Je ferai n'importe quoi pour vous remercier. Votre père est un homme merveilleux, ce sera un plaisir de lui tenir compagnie. » Alexandre tendit une carte de visite à Emma. « Voici les coordonnées de mon assistant, Thomas. Il va s'occuper de tous les détails pratiques. L'inscription dans une école, le transfert de votre grand-mère, l'appartement. » « L'appartement ? Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans un logement insalubre. Thomas va vous trouver un appartement décent, proche de votre nouvelle école. » Emma était maintenant complètement submergée par l'émotion. Toute sa vie, elle avait lutté contre l'adversité, acceptant chaque épreuve avec résignation. Et voilà qu'en une soirée, grâce à un simple geste de bonté, tout changeait. « Comment pourrais-je jamais vous remercier assez ?» sanglota-t-elle. « En réussissant votre vie, » répondit simplement Alexandre, « et en restant la personne généreuse que vous êtes. » Il se leva et Emma fit de même, encore chancelante. « Thomas vous contactera demain pour commencer les démarches. En attendant, vous pouvez arrêter de travailler à l'hôtel dès maintenant. » « Mais comment vais-je expliquer tout cela à ma grand-mère » demanda Emma, réalisant soudain l'ampleur du changement qui l'attendait. « Dites-lui la vérité, » conseilla Alexandre, « que parfois la générosité est récompensée par d'autres générosités. C'est un cercle vertueux. » Ce soir-là, Emma rentra chez elle avec le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Elle trouva sa grand-mère dans son fauteuil habituel, fatiguée par sa chimiothérapie, mais souriante de voir sa petite fille rayonner de bonheur. « Mais mère, » commença Emma en s'agenouillant près d'elle, « il va nous arriver quelque chose de merveilleux. » Et elle raconta toute l'histoire depuis sa rencontre avec Henri jusqu'à la proposition d'Alexandre. Claudette écouta avec un mélange d'incrédulité et de joie, ses yeux se remplissant de larmes de « bonheur. Ma petite chérie »
murmura-t-elle en caressant les cheveux d'Emma. « Ta maman avait raison de dire que tu avais un cœur en or. Elle serait si fière de toi. » Puis, avec un sourire malicieux qui rappelait la femme énergique qu'elle avait été avant la maladie, elle ajouta « Et moi qui pensais mourir dans ce taudis, il faut croire que le bon Dieu a décidé que nous méritions un peu de bonheur. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de changements. Thomas Leroy, l'assistant d'Alexandre, se révéla être un homme efficace et bienveillant qui s'occupa de tous les détails, avec un professionnalisme remarquable. Claudette fut transférée dans une clinique privée réputée où une équipe de spécialistes prit en charge son traitement. Et les nouvelles furent plutôt encourageantes. Prise à temps et avec les nouveaux traitements disponibles, sa maladie pouvait être stabilisée. Emma fut inscrite au lycée privé Sainte-Marie, l'un des établissements les plus prestigieux de Paris, où elle intégra une classe de seconde correspondant à son âge. L'adaptation ne fut pas facile au début. Elle se sentait intimidée par ses nouveaux camarades, issus de familles aisées, et elle avait peur de ne pas être à la hauteur après plusieurs mois d'interruption scolaire. Mais ses professeurs furent rapidement impressionnés par son sérieux et sa soif d'apprendre. Emma rattrapait avec acharnement le retard accumulé, passant des heures chaque soir à étudier dans le petit bureau de leur nouvel appartement, un 3 pièces lumineux dans le 15e arrondissement, près de la clinique où était soignée sa grand-mère. Fidèle à sa promesse, Emma rendait visite à Henri Moreau 2 fois par semaine dans sa résidence médicalisée de Neuilly. Ces moments étaient devenus précieux pour elle comme pour lui. Henri vivait dans un appartement confortable et lumineux, entouré de ses livres et de ses œuvres d'art favorites. Certains jours, il était parfaitement lucide et il pouvait avoir de longues conversations sur la littérature, l'histoire ou l'art. D'autres jours, la maladie l'emportait et Emma se contentait de lui tenir compagnie, de lui lire ses poèmes préférés ou de regarder avec lui les albums photos de sa jeunesse. Henri s'était profondément attaché à cette jeune fille qui lui apportait une présence chaleureuse et désintéressée. Il lui racontait ses souvenirs de jeunesse, ses voyages, ses amours. Emma découvrait à travers lui un monde qu'elle n'avait jamais connu, celui de l'aristocratie française d'après-guerre, des soirées dans les palaces, des rencontres avec des artistes célèbres. « Tu sais, Emma, » lui dit-il un jour où il était particulièrement en forme, « j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, j'ai vécu une vie privilégiée, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi authentique que toi. Alexandre a bien fait de t'aider, et pas seulement par générosité. Il a reconnu en toi quelque chose de rare. » Ces paroles touchèrent profondément Emma, qui commençait à comprendre qu'elle n'était pas seulement une bénéficiaire de la charité d'Alexandre, mais qu'elle apportait aussi quelque chose à cette famille. Sa relation avec Henri était devenue genuinement affectueuse, presque filiale. Alexandre, de son côté, suivait discrètement les progrès d'Emma. Il recevait régulièrement des rapports de ses professeurs qui ne tarissaient pas d'éloges sur sa motivation et ses résultats. Il savait aussi, par le personnel de la résidence, que ses visites faisaient le plus grand bien à son père, qui parlait constamment de sa petite Emma avec une tendresse évidente. Parfois, Alexandre croisait Emma lors de ses propres visites à son père. Au début, ces rencontres étaient formelles, polies, mais distantes. Mais peu à peu, une complicité s'installa entre eux. Alexandre découvrait une jeune fille, intelligente et mature, qui avait développé une sagesse précoce à travers les épreuves qu'elle avait traversées. Un soir de décembre, 6 mois après leur première rencontre, Alexandre proposa à Emma de dîner avec lui après sa visite à Henri. Ils se rendirent dans un restaurant discret du 16e arrondissement et pour la première fois, leur conversation dépassa le cadre de leurs relations habituelles. « Comment vous sentez-vous dans votre nouvelle vie, Emma ?» demanda Alexandre en la regardant. Avec attention, Emma avait changé en quelques mois. Elle avait grandi, ses traits s'étaient affinés et elle portait maintenant des vêtements de qualité qui mettaient en valeur sa beauté naturelle. « C'est comme un rêve », avoua-t-elle. « Parfois, j'ai peur de me réveiller et de me retrouver dans mon ancien appartement, à me demander comment payer le loyer. Mais je sais que c'est réel et je vous serai reconnaissante toute ma vie. Et vos études, vous vous plaisez au lycée ? Oh oui, c'est merveilleux de pouvoir enfin me concentrer sur l'apprentissage sans me soucier du reste. Mes professeurs sont excellents et j'ai l'impression de rattraper tout le temps perdu. » Ses yeux brillaient d'enthousiasme quand elle parlait de ses projets d'avenir. « Que voulez-vous faire plus tard ?» Emma rougit légèrement. « J'aimerais étudier la littérature et les langues, peut-être devenir professeur ou traductrice. J'aime l'idée de faire découvrir aux autres la beauté des mots et des cultures différentes. »
Alexandre sourit. C'est un beau projet, et vous avez largement le temps de vous décider. Vous n'avez que 16 ans. Emma acquiesça, puis osa poser une question qui la taraudait depuis des semaines. Monsieur Alexandre, puis-je vous demander pourquoi vous avez vraiment fait tout cela pour moi? Je veux dire, la vraie raison. Alexandre resta silencieux un moment, semblant peser ses mots. La vraie raison, dit-il finalement, c'est que vous m'avez rappelé pourquoi j'ai commencé à gagner de l'argent au départ. Pas pour le pouvoir ou le prestige, mais pour avoir la liberté d'aider les autres. Au fil des années, j'avais perdu de vue cet objectif. Vous me l'avez rappelé. Il marqua une pause puis continua. Et puis, il y a mon père. Voir comme vous vous occupez de lui, comme vous lui apportez de la joie sans rien attendre en retour. Cela me montre que l'argent ne peut pas tout acheter. Le temps, la présence, l'affection genuine, ces choses-là n'ont pas de prix. Emma sentit une émotion profonde l'envahir. Votre père est quelqu'un d'exceptionnel. J'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau à chaque visite. Et maintenant, il me considère presque comme sa petite fille. Je sais, dit Alexandre avec un sourire ému. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela me fait plaisir. Depuis que vous êtes dans sa vie, il a retrouvé une joie de vivre que je n'avais plus vue depuis le début de sa maladie. Leur dîner se prolongea tard dans la soirée, et Emma découvrit un Alexandre différent de l'homme d'affaires implacable qu'elle avait d'abord rencontré. Il lui parla de sa propre jeunesse, de la pression qu'il avait ressentie pour reprendre l'empire familial, de sa solitude au sommet du monde des affaires. Vous savez, Emma, être riche n'est pas toujours un cadeau. On ne sait jamais si les gens nous apprécient pour nous-mêmes ou pour ce que nous possédons. C'est pourquoi votre amitié sincère avec mon père m'est si précieuse. Emma comprit ce soir-là qu'Alexandre portait lui aussi ses fardeaux et que derrière sa réussite éclatante se cachait un homme parfois seul et incompris. Une nouvelle dimension s'ajouta à leur relation, faite de respect mutuel et d'une complicité grandissante. Les mois passèrent et Emma s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Ses résultats scolaires étaient excellents. Sa grand-mère allait mieux grâce aux soins de qualité qu'elle recevait et sa relation avec Henri et Alexandre devenait de plus en plus profonde. Elle commençait même à se faire quelques amis au lycée, notamment Claire, une jeune fille de son âge, qui venait d'une famille modeste comme elle et qui avait obtenu une bourse d'excellence. Un jour de printemps, lors d'une visite à Henri, celui-ci lui fit une confidence qui la bouleversa. Ils étaient assis dans son petit jardin privé de la résidence, et Henri semblait particulièrement nostalgique. « Emma, ma chérie, je dois te dire quelque chose d'important. » Il prit ses mains dans les siennes, et elle remarqua qu'elle tremblait plus que d'habitude. « Les médecins pensent que ma maladie progresse. Je vais peut-être avoir de plus en plus de mal à te reconnaître dans les mois qui viennent. » Emma sentit son cœur se serrer. « Oh, Henri, ne sois pas triste, ma petite. J'ai eu une belle vie, et ces derniers mois avec toi ont été parmi les plus heureux que j'ai vécus. Tu m'as donné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, de l'affection sincère. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours bleu. « Je veux te donner quelque chose. C'était la bague de ma mère et plus tard celle de ma femme. Elle n'a pas eu de fille et Alexandre n'a pas d'enfant. J'aimerais que tu l'aies. » Emma ouvrit l'écrin et découvrit une magnifique bague ancienne ornée d'un saphir entouré de petits diamants. « Henri, c'est trop précieux, je ne peux pas. »« Si, tu peux, » insista-t-il. « Tu es devenue la fille que je n'ai jamais eue. Cette bague doit aller à quelqu'un qui comprend sa valeur sentimentale, pas seulement financière. » Emma accepta ce cadeau avec émotion, comprenant qu'il représentait bien plus qu'un bijou. C'était un symbole d'adoption dans la famille Moreau. Ce soir-là, elle appela Alexandre pour lui raconter cette conversation, et elle fut touchée d'entendre dans sa voix à la fois de la tristesse et de la joie. « Mon père a fait le bon choix, » dit-il simplement. « Cette bague vous va très bien, dans tous les sens du terme. » L'été de ses 17 ans, Emma passa son baccalauréat avec mention très bien, se classant parmi les meilleurs élèves de sa promotion. Alexandre et Henri assistèrent tous les deux à la cérémonie de remise des diplômes, et Emma fut émue de voir la fierté qui brillait dans leurs yeux. « Je suis si fière de toi, ma chérie, » lui dit sa grand-mère, qui allait maintenant beaucoup mieux et avait pu assister à la cérémonie. « Ta maman aussi serait fière. Tu as réussi à transformer une tragédie en triomphe. » Alexandre organisa une petite fête pour célébrer la réussite d'Emma dans le jardin de la résidence où vivait Henri. Quelques amis d'Emma du lycée étaient présents, ainsi que Thomas et quelques employés proches d'Alexandre qui avaient eu l'occasion de faire la connaissance de la jeune fille. « Un discours, réclamèrent les invités quand Alexandre se leva pour porter un toast.
Il sourit et leva son verre. Il y a 2 ans, une jeune fille de 15 ans a aidé un vieil homme perdu, sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, cette même jeune fille vient d'obtenir son baccalauréat avec les félicitations du jury et s'apprête à entrer dans l'une des meilleures universités de France. Il se tourna vers Emma, qui rougissait sous les applaudissements. « Emma, vous nous avez montré que la bonté est toujours récompensée, parfois de manière inattendue. Vous avez apporté de la joie à mon père. Vous avez enrichi ma propre vie, et vous êtes devenue bien plus qu'une protégée. Vous êtes devenue une amie chère. » Henri, malgré sa maladie qui progressait, était parfaitement lucide ce jour-là. Il se leva à son tour, aidé par Alexandre, et s'adressa à Emma avec une émotion visible. « Ma petite Emma, le jour où tu es entrée dans notre vie, tu as apporté avec toi une lumière que nous avions perdue. Tu nous as rappelé que les vraies richesses ne se comptent pas en euros, mais en moments partagés, en sourires échangés, en présence fidèle. » Sa voix se brisa légèrement. « Je ne sais pas combien de temps il me reste à te reconnaître, alors je veux que tu saches maintenant à quel point tu comptes pour moi. Tu es la fille de mon cœur. » Il n'y eut pas un œil sec dans l'assemblée, et Emma se leva pour serrer Henri dans ses bras, murmurant des mots de tendresse et de gratitude. Cet été-là, Alexandre proposa à Emma de l'accompagner dans un voyage en Italie, officiellement pour qu'elle puisse perfectionner son italien avant d'entrer en études de langue, mais officieusement pour qu'ils puissent passer du temps ensemble, loin des contraintes parisiennes. Henri ne pouvait pas voyager, mais il encouragea Emma à partir. « Va voir le monde, ma chérie, et raconte-moi tout à ton retour. » Claudette aussi insista pour qu'Emma profite de cette opportunité. Ce voyage marqua un tournant dans la relation entre Emma et Alexandre. Loin du contexte habituel de leur rencontre, ils découvrirent qu'ils partageaient bien plus qu'une affection commune pour Henri. Ils visitèrent Florence, Rome, Venise, et Emma fut émerveillée par la beauté de ces villes chargées d'histoire. Alexandre, qui connaissait bien l'Italie pour ses affaires, prit plaisir à lui faire découvrir les trésors cachés de chaque ville. Il était touché par l'enthousiasme d'Emma devant chaque œuvre d'art, chaque monument, chaque paysage. Sa joie de vivre et sa curiosité intellectuelle le rajeunissaient. Un soir à Venise, alors qu'il dînait dans un restaurant avec vue sur le Grand Canal, Emma osa aborder un sujet qui la préoccupait depuis plusieurs mois. « Alexandre, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, Emma. Nous nous connaissons assez bien maintenant pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous voulez. Pourquoi n'êtes-vous jamais marié? Vous avez réussi dans tous les domaines, vous êtes... Enfin, vous pourriez avoir n'importe qui. » Alexandre sourit, amusé par la gêne d'Emma. « C'est une excellente question. La vérité, c'est que j'ai toujours privilégié ma carrière. Et puis, comme je vous l'ai dit, il n'est pas facile de savoir si quelqu'un vous aime pour vous-même ou pour votre fortune. » Il marqua une pause, regardant les gondoles passer sur le canal. « Et vous, Emma, y a-t-il quelqu'un dans votre vie ?» Emma rougit. « Non, personne de sérieux. Au lycée, quelques garçons m'ont fait la cour, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas vraiment qui je suis, d'où je viens. Il y a un fossé entre ma nouvelle vie et mon passé, et peu de personnes arrivent à comprendre les deux. » « Je comprends parfaitement, » dit Alexandre avec sincérité. « C'est exactement ce que je ressens, mais dans l'autre sens. Peu de personnes arrivent à voir au-delà de ma réussite financière. » Cette conversation créa entre eux une intimité nouvelle. Emma réalisa qu'Alexandre n'était pas seulement son bienfaiteur, mais un homme seul qui luttait contre ses propres démons. Et Alexandre découvrait qu'Emma n'était plus la gamine de 15 ans qu'il avait aidée, mais une jeune femme intelligente et sensible. Le reste du voyage prit une coloration différente. Sans que rien ne soit dit explicitement, ils se rapprochèrent. Alexandre lui offrit des cadeaux plus personnels, des livres rares qu'il pensait qu'elle aimerait, un pendentif ancien acheté chez un antiquaire florentin. Emma, de son côté, se surprit à choisir ses tenues avec plus de soin, à prolonger leur dîner, à chercher ses regards. À leur retour à Paris, tous les deux savaient que quelque chose avait changé entre eux, mais ni l'un ni l'autre n'osait l'exprimer. La différence d'âge, Alexandre avait 42 ans contre 17 pour Emma, et les circonstances de leur rencontre rendaient la situation délicate. Emma entra à la Sorbonne en septembre, pour y étudier les langues et civilisations étrangères. Elle continua à rendre visite régulièrement à Henri, dont l'état se dégradait lentement mais sûrement. Il y avait maintenant des jours où il ne la reconnaissait plus, d'autres où il la confondait avec sa défunte épouse dans sa jeunesse. Ces moments étaient douloureux pour Emma,
qui voyait disparaître peu à peu l'homme brillant qu'elle avait appris à aimer comme un grand-père. Mais elle restait fidèle à sa promesse et continuait à lui tenir compagnie, lui parlant de ses études, lui lisant ses livres préférés, même quand elle n'était pas sûre qu'il la comprenait. Alexandre, qui voyait la souffrance d'Emma face à la maladie de son père, lui proposa plusieurs fois de réduire ses visites. « Vous en faites déjà beaucoup, Emma. Personne ne vous en voudrait de prendre un peu de distance. » Mais Emma refusait catégoriquement. « J'ai promis d'être là pour lui, et je tiendrai ma promesse jusqu'au bout. Votre père m'a donné une nouvelle vie. Le moins que je puisse faire, c'est d'être présente dans ses derniers moments de lucidité. » Cette fidélité touchait profondément Alexandre, qui se rendait compte jour après jour de la valeur exceptionnelle d'Emma. Elle n'était plus seulement la jeune fille qu'il avait aidée par générosité, mais une femme remarquable qui enrichissait sa propre existence. L'automne de ses 18 ans marqua un tournant décisif dans la vie d'Emma. Les feuilles dorées de Paris tombaient doucement sur les pavés de la capitale quand elle reçut un appel urgent d'Alexandre, un mardi soir, alors qu'elle révisait ses examens dans son appartement. « Emma, il faut que vous veniez rapidement à la résidence. Mon père, il a fait un malaise cet après-midi. Les médecins disent que son état s'est considérablement aggravé. » La voix d'Alexandre trahissait une inquiétude qu'elle ne lui avait jamais entendue, et Emma sentit son cœur se serrer. Elle arriva à la résidence médicalisée moins d'une heure plus tard, encore essoufflée par sa course. Alexandre l'attendait dans le couloir, les traits tirés par l'anxiété et la fatigue. Il avait les cheveux décoiffés, sa cravate desserrée, et elle réalisa que c'était la première fois qu'elle le voyait dans un état de vulnérabilité totale. « Comment va-t-il » demanda-t-elle. Immédiatement, posant instinctivement sa main sur le bras d'Alexandre pour le réconforter. Ce geste simple, plein de tendresse naturelle, fit battre le cœur d'Alexandre plus fort, mais il s'efforça de se concentrer sur son père. « Il va mourir, Emma », dit-il simplement, sa voix se brisant sur les derniers mots. « Les médecins pensent que c'est une question de jours, peut-être de semaines tout au plus. La maladie a progressé très rapidement ces derniers temps. » Emma sentit des larmes monter à ses yeux. Henri était devenu bien plus qu'un ami pour elle. Il était devenu la figure paternelle qu'elle n'avait jamais eue. « Est-ce qu'il me reconnaît encore ?» Alexandre hocha la tête. « Oui, étonnamment. Vous êtes l'une des rares personnes qu'il reconnaît encore clairement. Il vous réclame depuis son réveil. » Emma essuya ses larmes et redressa les épaules. « Alors, allons le voir. » Henri était allongé dans son lit médicalisé, branché à plusieurs machines qui surveillaient ses constantes vitales. Mais quand Emma entra dans la chambre, ses yeux s'illuminèrent et un sourire faible mais genuin étira ses lèvres pâles. « Ma petite Emma » murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Tu es venue. Je savais que tu viendrais. » Emma s'approcha du lit et prit délicatement la main de Henri dans les siennes. Sa peau était froide et fine comme du papier, mais ses yeux conservaient encore cette lueur d'intelligence et de bonté qui l'avait toujours caractérisé. « Bien sûr que je suis venu, Henri. Je serai toujours là pour vous. » Henri tourna péniblement la tête vers Alexandre, qui se tenait au pied du lit, manifestement ému de voir cette scène. « Alexandre, mon fils, approche-toi. » Alexandre s'avança et Henri tendit sa main libre vers lui. « Je veux vous dire quelque chose à tous les deux, pendant que j'ai encore toute ma tête. » Il marqua une pause, rassemblant ses forces. « Emma, ma chérie, tu as été la plus belle surprise de mes dernières années. Tu m'as donné plus de bonheur que je ne l'espérais. Et toi, Alexandre, je sais que tu aimes cette jeune fille, et je sais qu'elle t'aime aussi, même si vous ne vous l'êtes jamais dit. » Emma rougit violemment, et Alexandre ouvrit la bouche pour protester, mais Henri leva faiblement la main pour les faire taire. « Ne niez pas, mes enfants. Un vieux mourant voit des choses que les vivants refusent parfois d'admettre. L'amour ne se commande pas, et il ne connaît ni l'âge ni les circonstances. » Il serra plus fort la main d'Emma. « Emma, tu es majeure maintenant. Tu es une femme accomplie et brillante. Alexandre, tu es un homme bon sous tes airs d'homme d'affaires impitoyable. » Henri ferma les yeux un moment, épuisé par l'effort de parler, puis les rouvrit avec détermination. « Je vous donne ma bénédiction. Soyez heureux ensemble. La vie est trop courte pour laisser passer l'amour quand il se présente. » Les jours qui suivirent furent à la fois douloureux et précieux. Emma passait ses journées au chevet de Henri, séchant ses cours pour être près de lui. Alexandre avait délégué la plupart de ses responsabilités professionnelles à ses collaborateurs pour pouvoir, lui aussi, être présent. Ensemble, ils veillaient Henri,
Emma lui lisait ses poèmes préférés, lui parlait de ses études, de ses projets d'avenir. Alexandre lui racontait des anecdotes de son enfance, des souvenirs de famille que Henri semblait boire comme un élixir de vie. Parfois, Henri était trop faible pour parler, mais il souriait en les écoutant, serrant leurs mains dans les siennes. C'est pendant ces journées de veille que Emma et Alexandre se rapprochèrent définitivement. Les barrières qu'ils avaient construites autour de leurs sentiments s'effritaient face à l'imminence de la perte. Ils se relayaient pour dormir, l'un veillant pendant que l'autre se reposait sur le canapé de la chambre. Un matin, Emma se réveilla pour trouver Alexandre assis près de la fenêtre, regardant le soleil se lever sur les jardins de la résidence. Henri dormait paisiblement, et dans la lumière dorée de l'aube, Alexandre semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Vous n'avez pas dormi », constata Emma en s'approchant de lui. « Je n'arrivais pas », avoua Alexandre. « Je n'arrête pas de penser à tout ce que j'aurais voulu lui dire, à tout le temps que j'ai perdu à travailler au lieu d'être avec lui. » Emma s'assit près de lui, et dans un geste spontané posa sa tête sur son épaule. Alexandre se raidit d'abord, puis se détendit et entoura Emma de son bras. « Il sait que vous l'aimez », murmura Emma. « Il me l'a dit plusieurs fois. Il est fier de l'homme que vous êtes devenu, de tout ce que vous avez accompli, et surtout, il est heureux de nous voir ensemble. » Alexandre resserra son étreinte autour d'Emma. « Emma, ce que mon père a dit l'autre jour. »« C'est vrai, » l'interrompit doucement Emma. « Je vous aime, Alexandre. Je sais que c'est compliqué, je sais que nous venons de mondes différents, mais mes sentiments sont réels. » Alexandre se tourna vers elle, plongeant ses yeux gris dans les siens. « Je vous aime aussi, Emma. Je vous aime depuis longtemps, mais je n'osais pas l'admettre. L'écart d'âge, les circonstances de notre rencontre, votre jeunesse, j'avais peur de profiter de ma position. »« Vous n'avez jamais profité de rien, » répondit Emma fermement. « Vous m'avez sauvé. Vous m'avez donné une chance de devenir qui je suis aujourd'hui. Et maintenant, nous sommes deux adultes libres de nos choix. » Alexandre pencha son visage vers celui d'Emma et l'embrassa tendrement, un baiser plein de tendresse et d'amour longtemps retenu. Ils furent interrompus par une voix faible, mais amusée qui venait du lit. « Enfin, je commençais à croire que je devrais vous enfermer dans un placard pour que vous vous déclariez vos sentiments. » Henri les regardait avec un sourire radieux, et malgré sa faiblesse, ses yeux pétillaient de malice. Emma et Alexandre se séparèrent, rougissant comme des adolescents pris en faute, mais Henri rit doucement. « Ne soyez pas gênés, mes enfants. Vous venez de me faire le plus beau des cadeaux d'adieu. » Henri Moreau s'éteignit paisiblement 3 jours plus tard, un dimanche matin ensoleillé d'octobre. Emma et Alexandre étaient à ses côtés, lui tenant chacun une main. Ses derniers mots furent pour leur dire qu'il était heureux de les savoir ensemble et qu'il veillerait sur eux. Les funérailles de Henri furent grandioses, à la mesure de l'homme qu'il avait été. La cathédrale Notre-Dame de Paris était pleine à craquer. Hommes politiques, capitaines d'industrie, artistes, intellectuels, tous étaient venus rendre hommage à Henri Moreau. Mais dans la première rangée, près d'Alexandre, Emma occupait la place qui aurait dû revenir à une épouse ou une fille. Ce positionnement ne passa pas inaperçu et fit couler beaucoup d'encre dans la presse People. « Qui est cette mystérieuse jeune femme aux côtés d'Alexandre Moreau ?» titraient les magazines. Mais Alexandre s'en moquait éperdument. Emma était sa compagne maintenant, et il était fier de l'afficher publiquement. Après les funérailles, Alexandre et Emma prirent quelques jours pour se retrouver seuls et faire le deuil de Henri ensemble. Ils se rendirent dans la maison de famille des Moreau, en Normandie, une magnifique propriété du XVIIIe siècle, entourée de vastes jardins à la française. C'est là, dans la bibliothèque où Henri avait passé une grande partie de sa jeunesse, qu'Alexandre révéla à Emma le contenu du testament de son père. Henri avait légué à Emma une somme conséquente, mais surtout, il lui avait transmis sa collection de livres rares et plusieurs œuvres d'art qu'il savait qu'elle apprécierait. « Il a aussi écrit une lettre pour vous », dit Alexandre, en tendant une enveloppe cachetée à Emma. Celle-ci l'ouvrit avec des mains tremblantes et découvrit une écriture élégante et ferme, écrite manifestement plusieurs mois auparavant, quand Henri était encore lucide. « Ma chère Emma, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Ne sois pas triste, ma petite chérie. J'ai eu une vie merveilleuse et tes dernières années l'ont rendue encore plus belle. Je veux que tu saches que tu as changé ma vie et celle de mon fils. Tu nous as rappelé ce qui compte vraiment, l'amour, la générosité, la simplicité des rapports humains. Tu as été la fille que je n'ai jamais eue, et Alexandre a trouvé en toi la femme qu'il attendait sans le savoir. Soyez heureux ensemble. Construisez une famille aimante. Et n'oublie jamais d'où tu viens.
car c'est ce qui fait ta force et ta beauté. Je t'aime comme ma propre fille. Henri. Emma pleurait en lisant cette lettre, et Alexandre la prit dans ses bras pour la consoler. Il vous aimait vraiment comme sa fille, murmura-t-il. Et maintenant, vous faites partie de la famille Moreau pour de bon. Et votre famille, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Demanda Emma avec inquiétude. Une ancienne femme de ménage qui sort avec le PDG? Alexandre sourit. Ma famille se résume à quelques cousins éloignés que je vois une fois par an. Vous êtes ma vraie famille maintenant, Emma. Vous et votre grand-mère. Justement, Claudette. Sa santé s'était considérablement améliorée grâce aux soins qu'elle recevait dans la clinique privée. Et les médecins parlaient maintenant de rémission. Quand Emma lui annonça sa relation avec Alexandre, la vieille dame ne fut pas surprise. « Je l'avais bien vu, tu sais », dit-elle avec un sourire complice. « La façon dont il te regardait, dont il parlait de toi, et toi, ma chérie, tu rayonnes depuis quelque temps d'une façon particulière. » Elle prit les mains d'Emma dans les siennes. « Je suis heureuse pour toi. Alexandre est un homme bien et surtout, il te rend heureuse. C'est tout ce qui compte. » L'adaptation à leur nouvelle relation publique ne fut pas sans difficulté. Emma découvrit la pression médiatique qui accompagnait la notoriété d'Alexandre. Des paparazzis la suivaient parfois à la sortie de l'université et elle apprenait à gérer l'attention parfois malveillante de certains journalistes qui cherchaient à creuser son passé. Mais Alexandre la protégeait de son mieux, faisant appel à ses avocats quand certains articles dépassèrent les bornes. Il lui proposa même d'embaucher un garde du corps, mais Emma refusa. « Je ne veux pas vivre dans une bulle. J'ai survécu à bien pire que des photographes indiscrets. » Leur couple suscitait aussi des réactions mitigées dans le milieu professionnel d'Alexandre. Certains de ses associés voyaient d'un mauvais œil cette relation avec une jeune femme de conditions modestes. Mais Alexandre coupa court à tous les commentaires en déclarant fermement que sa vie privée ne regardait personne. Emma vaut 10 fois mieux que toutes ces femmes du monde qui ne s'intéressent qu'à l'argent, dit-il un jour à un associé, particulièrement critique. Elle m'aime pour moi-même et c'est un luxe que peu d'hommes dans ma position peuvent s'offrir. Emma, de son côté, terminait brillamment sa première année d'université. Ses professeurs la félicitaient pour son assiduité et ses résultats exceptionnels. Elle avait choisi de se spécialiser en littérature comparée et traduction. Et son projet était de créer un jour sa propre agence de traduction littéraire. Alexandre l'encourageait dans tous ses projets, admirant sa détermination et son indépendance. Emma refusait qu'il finance ses études, préférant utiliser l'héritage de Henri pour payer ses frais de scolarité. « Je veux réussir par moi-même », disait-elle. « Vous m'avez déjà tellement donné. » 1 an après la mort de Henri, Emma et Alexandre décidèrent de s'installer ensemble dans un appartement parisien qu'ils choisirent ensemble près du Panthéon. C'était un magnifique duplex du XVIIe siècle avec vue sur les toits de Paris, mais pas trop ostentatoire. Emma avait insisté pour quelque chose d'élégant mais chaleureux, pas un palais intimidant. Le jour de leur emménagement, alors qu'ils déballaient leurs affaires ensemble, Alexandre sortit un petit écrin de sa poche. « Emma, j'ai quelque chose pour vous. » Elle ouvrit l'écrin et découvrit une bague de fiançailles somptueuse. Un diamant pur serti dans un anneau de platine, entouré de petits saphirs qui rappelèrent la bague de Henri. « Emma Dubois, accepteriez-vous de devenir ma femme ?» demanda Alexandre. En s'agenouillant devant elle, Emma éclata en sanglots de joie. « Oui, oui, 1000 fois oui !» cria-t-elle en se jetant dans ses bras. Ils se marièrent au printemps suivant, dans une cérémonie intimiste en Normandie, dans le parc de la propriété familiale des Moreau. Emma portait une robe simple mais élégante qu'elle avait choisie avec sa grand-mère, et dans ses cheveux, elle avait épinglé un petit peigne en nacre qui avait appartenu à sa mère. La cérémonie était petite mais parfaite. Claudette, rayonnante dans sa plus belle robe, quelques amis proches d'Emma de l'université, Thomas et quelques employés fidèles d'Alexandre, et le personnel de la résidence où avait vécu Henri, qui considérait Emma comme leur propre fille. Le prêtre qui les maria avait connu Henri, et il évoqua avec émotion la façon dont cette union aurait réjoui le vieil homme. Henri Moreau était convaincu que l'amour triomphait toujours des obstacles, dit-il. En vous regardant aujourd'hui, je sais qu'il avait raison. Pendant la réception, Alexandre porta un toast émouvant. Il y a 4 ans, mon père s'est perdu dans un hôtel. Emma l'a retrouvé et nous a trouvés par la même occasion. Aujourd'hui, je peux dire que nous formons enfin la famille que Henri avait toujours rêvé pour nous. Emma, devenue Emma Moreau, continua ses études tout en s'adaptant à sa nouvelle vie.
Elle découvrait les responsabilités qui accompagnaient son nouveau statut. Gala de charité, réception professionnelle, obligations mondaines. Mais elle gérait tout cela avec une grâce naturelle qui impressionnait l'entourage d'Alexandre. Surtout, elle convainquit Alexandre de s'impliquer davantage dans des œuvres caritatives. Ensemble, ils créèrent la fondation Henri Moreau, dédiée à l'aide aux familles en difficulté et à l'éducation des jeunes défavorisés. Emma en devint la directrice opérationnelle, mettant à profit son expérience personnelle de la précarité. « Tu as raison », lui dit Alexandre un jour qu'il visitait un foyer d'accueil financé par leur fondation. « L'argent n'a de sens que s'il sert à aider les autres. Mon père serait fier de voir ce que nous faisons. » La fondation connut rapidement un grand succès. Emma organisait des événements de collecte de fonds, montait des programmes d'aide aux devoirs, créait des bourses d'études. Son histoire personnelle, de la femme de ménage à la philanthrope, inspirait beaucoup de gens et donnait une crédibilité particulière à leur action. 2 ans après leur mariage, Emma donna naissance à leur premier enfant, un petit garçon qu'ils prénommèrent Henri, en hommage au grand-père qu'ils ne connaîtraient jamais. Alexandre pleurait de joie en tenant son fils dans ses bras, réalisant que le cercle était bouclé. De l'aide qu'Emma avait apportée à son père naissait maintenant une nouvelle génération. Claudette, devenue arrière-grand-mère, était aux anges. Sa santé était maintenant stable et elle coulait des jours heureux dans un petit appartement confortable près de chez Emma et Alexandre. Elle passait ses journées à s'occuper de son arrière-petit-fils, lui racontant des histoires et lui chantant les berceuses qu'elle avait chantées à Emma. « Tu vois, dit-elle un jour à Emma en berçant le petit Henri, la vie nous réserve parfois de belles surprises. Qui aurait cru que ma petite fille orpheline deviendrait une grande dame parisienne ?» Emma sourit, regardant par la fenêtre Alexandre, qui jouait dans le jardin avec leur fils. « J'ai parfois l'impression de rêver, avoua-t-elle. Mais en même temps, j'ai l'impression que tout était écrit depuis le début, comme si ma rencontre avec Henri dans cet hôtel était le début d'un conte de fées moderne. »« C'est exactement ce que c'est, » approuva Claudette. « Et tu le mérites, ma chérie. Après tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as donné aux autres, tu mérites ce bonheur. » Les années passèrent, apportant d'autres enfants au couple, une petite fille prénommée Isabelle, en hommage à la mère d'Emma, puis des jumeaux, Louis et Claire. La grande maison de Normandie se remplissait de rires d'enfants lors des week-ends et des vacances. Emma termina ses études avec mention très bien et créa effectivement son agence de traduction, spécialisée dans la littérature contemporaine. Son entreprise prospéra rapidement et elle acquit une réputation de traductrice exceptionnelle, notamment pour son travail sur les œuvres d'auteurs italiens et anglais. Alexandre, de son côté, avait évolué. L'influence d'Emma l'avait rendu plus humain dans ses affaires, plus soucieux de l'impact social de ses entreprises. Il développa une branche de son empire dédiée aux technologies vertes et aux énergies renouvelables, convaincu que l'avenir appartenait aux entreprises responsables. « Tu m'as changé », dit-il un jour à Emma, alors qu'ils célébraient les 10 ans de leur rencontre. « Avant toi, je ne me préoccupais que de rentabilité. Maintenant, je pense aux conséquences de mes actions sur la société. Et toi, tu m'as donné les moyens de réaliser mes rêves, » répondit Emma. « Sans toi, je serais peut-être encore en train de faire des ménages. Nous nous sommes mutuellement enrichis. » Ils étaient dans le jardin de leur maison de Normandie, regardant leurs enfants jouer près de la fontaine. Emma portait toujours la bague de Henri à son annulaire droit, à côté de son alliance. Cette bague était devenue le symbole de leur histoire, le lien entre le passé et le présent. Ce soir-là, Emma monta dans l'ancienne chambre de Henri, transformée maintenant en bureau pour elle. Elle aimait travailler dans cette pièce pleine de souvenirs, entourée des livres que Henri lui avait légués. Sur le bureau trônait une photo de Henri, prise quelques mois avant sa mort, où il souriait en tenant le petit Henri dans ses bras. Emma ouvrit un tiroir et en sortit une lettre qu'elle avait commencée plusieurs fois, sans jamais la terminer. C'était une lettre à Henri, pour lui raconter tout ce qui s'était passé depuis sa mort, pour partager avec lui les moments de bonheur qu'il avait contribué à créer. « Mon cher Henri », écrivit-elle finalement, « 10 ans ont passé depuis notre rencontre dans ce couloir d'hôtel. Si vous saviez comme votre petite Emma a grandi. Je suis devenue une femme accomplie, une épouse heureuse, une mère comblée. Alexandre et moi avons construit la vie que vous aviez imaginée pour nous. Votre fils est un homme merveilleux. Il m'aime avec une tendresse qui me bouleverse chaque jour et il est un père extraordinaire pour nos enfants. Vous seriez si fiers de lui. Il dirige ses affaires avec intégrité.
Il s'investit dans des causes justes et il honore votre mémoire par ses actions. Nos enfants grandissent en entendant parler de leur grand-père Henri, de sa bonté et de sa sagesse. Je leur raconte souvent l'histoire de notre rencontre, comment leur grand-papa s'était perdu et comment j'ai eu la chance de le retrouver. Ils savent que c'est grâce à vous qu'ils existent. Mais mère Claudette va bien. Elle a maintenant 85 ans et elle est la reine de notre maison. Les enfants l'adorent et elle leur transmet la sagesse et les valeurs que vous m'avez inculquées. La Fondation Henri Moreau aide maintenant des centaines de familles chaque année. Nous avons ouvert des centres d'aide aux devoirs dans toute la France. Nous finançons des bourses d'études, nous aidons les familles en difficulté. Votre nom est associé à tout ce bien que nous faisons et je sais que cela vous ferait plaisir. Je pense à vous chaque jour, Henri. Vous me manquez, mais je sens votre présence dans tous les moments importants de ma vie. Vous veillez sur nous, j'en suis certaine. Merci d'avoir été mon ange gardien. Merci d'avoir cru en moi quand je n'y croyais plus moi-même. Merci d'avoir donné à Alexandre et moi la chance de nous trouver. Votre fille de cœur qui vous aime, Emma. Elle plia soigneusement la lettre et la glissa dans le livre de poésie que Henri préférait, celui qu'elle lui lisait pendant ses derniers jours. Puis elle descendit rejoindre sa famille dans le salon où Alexandre lisait une histoire aux enfants près de la cheminée. En les voyant ainsi réunis, Emma réalisa qu'elle avait accompli bien plus que ce qu'elle avait jamais osé espérer. De la jeune fille de 15 ans qui luttait pour survivre, elle était devenue une femme épanouie qui aidait les autres à leur tour. Le cercle était bouclé. L'amour qu'elle avait donné lui était revenu au centuple. « Maman, tu viens écouter l'histoire ?» appela la petite Isabelle âgée de 6 ans. Emma s'installa sur le canapé entre Alexandre et ses enfants, sentant la chaleur de cette famille unie qu'elle avait contribué à créer. « C'est l'histoire de quoi ?» demanda-t-elle. « C'est l'histoire d'une princesse qui aide un roi perdu dans la forêt », expliqua le petit Henri, maintenant âgé de 8 ans. Et après, le roi lui donne un château et elle épouse le prince. Emma et Alexandre échangèrent un regard complice et amusé. « C'est une belle histoire », dit Emma en embrassant ses enfants. « Et tu sais quoi ? Parfois, les plus belles histoires arrivent vraiment dans la vraie vie. » Alexandre posa sa main sur celle d'Emma, et elle sentit sous ses doigts la bague de Henri, témoin silencieux de leur extraordinaire parcours. Dans la cheminée, les flammes dansaient joyeusement, réchauffant cette famille que le destin avait réunie grâce à un simple geste de bonté dans un couloir d'hôtel. Et quelque part, Emma en était certaine, Henri souriait en les voyant si heureux ensemble. J'espère que cette conclusion vous a ému autant que moi en l'écrivant. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette histoire d'amour et de générosité vous a touché. Dites-moi en commentaire, quelle a été votre partie préférée de cette histoire? L'émotion vous a-t-elle prise? Cette fin vous satisfait-elle? Une histoire qui nous rappelle que parfois, les plus beaux destins naissent des gestes les plus simples et que la bonté trouve toujours sa récompense.